Ah ah, me dit Rastignac en me voyant entrer chez lui dès 9 heures du matin. Je sais ce qui t'amène. Tu dois être congédié par Fédora. Quelques bonnes âmes jalouses de ton empire sur la comtesse ont annoncé votre mariage. Et Dieu sait les folies que tes rivaux t'ont fait dire, les calomnies dont tu as été l'objet. Alors tout s'explique, m'écriai-je. N'allons pas si vite, me dit le prudent Gascon. Fédora possède la pénétration naturelle aux femmes profondément égoïstes. Je crois, ajouta-t-il, t'avoir mis dans une mauvaise voie. Pour elle, le bonheur gît tout entier dans le bien-être de la vie, dans les jouissances sociales. Et chez elle, le sentiment est un rôle. Elle te rendrait malheureux et ferait de toi son premier domestique. Rastignac parlait à un sourd. Je l'interrompis en lui exposant avec une apparente gaieté ma situation financière. Hier au soir, me répondit-il, une veine contraire m'a emporté tout mon argent. Sans cette vulgaire infortune, j'eusse partagé volontiers ma bourse avec toi. Mais allons déjeuner au cabaret. Les huîtres nous donneront peut-être un bon conseil. Il s'habilla, fit atteler son Tilbury, puis, semblable à 2 millionnaires, nous arrivâmes au Café de Paris avec l'impertinence de ces audacieux spéculateurs qui vivent sur des capitaux imaginaires. Ce diable de Gascon me confondait par l'aisance de ses manières et par son aplomb imperturbable. Au moment où, finissant un repas fort délicat et très bien entendu, nous prenions le café, Rastignac, qui distribuait des coups de tête à une foule de jeunes gens également recommandables par les grâces de leur personne et par l'élégance de leur mise, me dit, en voyant entrer un de ses dandys, « Voici ton affaire !» Et il fit signe à un gentilhomme cravaté merveilleusement bien et qui semblait chercher une table à sa convenance, de venir lui parler. « Ce gaillard-là, me dit Rastignac à l'oreille, est décoré pour avoir publié des ouvrages qu'il ne comprend pas. Il est chimiste, historien, romancier, publiciste. Il a des quarts, des tiers, des moitiés dans je ne sais combien de pièces de théâtre et il est ignorant comme la mule de Don Miguel. Ce n'est pas un homme, c'est un nom, une étiquette familière au public. Le monde n'en demande pas davantage et dit de lui, c'est un homme honorable. Eh bien, mon excellent ami, mon honorable ami, comment se porte votre intelligence ? Lui dit Rastignac au moment où l'inconnu s'assit à la table voisine. Mais ni mal ni bien, je suis accablé de travail. J'ai entre les mains tous les matériaux nécessaires pour faire des mémoires historiques, très curieux, et je ne sais à qui les attribuer. Cela me tourmente parce que, vraiment, les mémoires vont passer de mode. Sont-ce des mémoires contemporains, anciens sur la cour, sur l'affaire du collier ? N'est-ce pas un miracle ? Me dit Rastignac en riant, et se retournant vers le spéculateur, « Monsieur de Valentin, reprit-il en me désignant, est un de mes amis que je vous présente comme l'une de nos futures célébrités littéraires les plus éminentes. Or, il avait jadis une tante fort bien en cour, marquise de plus, et depuis 2 ans, il travaille à une histoire royaliste de la Révolution. » Puis, se penchant à l'oreille de ce singulier négociant, il lui dit « C'est un homme de talent, mais un niais. Il peut vous faire vos mémoires au nom de sa tante pour 100 écus par volume. »« Le marché me va, » répondit l'autre en haussant sa cravate. « Garçon, mes huîtres ?»« Donc, oui, mais vous me donnerez 25 louis de commission et vous lui payerez un volume d'avance, » reprit Rastignac. « Non, je n'avancerai que 50 écus pour être plus sûr d'avoir promptement mon manuscrit. » Rastignac me répéta cette conversation mercantile à voix basse et sans me consulter. « Nous sommes d'accord, » lui répondit-il. « Quand pouvons-nous aller vous voir pour terminer cette affaire ? » « Eh bien, venez dîner ici, demain soir à 7 heures. » Nous nous levâmes, Rastignac jeta de la monnaie au garçon, mit la carte à payer dans sa poche et nous sortîmes. J'étais stupéfait de la légèreté, de l'insouciance avec laquelle il avait vendu ma respectable tante, la marquise de Montboron. 25 louis sont une bien plus grande somme pour toi que 1000 francs pour lui. Tu peux bien écrire des mémoires historiques, œuvres d'art si jamais il en fut, lorsque Diderot a fait 6 sermons pour 100 écus. Enfin, lui dis-je tout ému, ne le faut-il pas ? Mon pauvre ami, je te dois des remerciements. 25 louis me rendront bien riche. Et plus riche que tu ne penses alors, reprit-il en riant. Si Marivaux me donne une commission dans l'affaire, ne devines-tu pas qu'elle sera pour toi ? Je lui serrai la main. Allons au bois de Boulogne, dit-il. Nous y verrons ta comtesse. Et je te montrerai la jolie petite veuve que je dois épouser. Une charmante personne, alsacienne, un peu grasse. Elle lit Kant, Schiller, Jean-Paul et une foule de livres hydrauliques. Ah, j'étais bien heureux. Je me croyais aimé, j'avais de l'argent, des trésors de passion et plus de misère.
Léger, gai, content de tout, je trouvais la maîtresse de mon ami charmante. Les arbres, l'air, le ciel, toute la nature semblait me répéter le sourire de Fédora. En revenant des Champs-Élysées, nous allâmes chez le chapelier, chez le tailleur de Rastignac, en sorte que ma toilette me permit de quitter mon misérable pied de paix pour passer à un formidable pied de guerre. Désormais, je pouvais sans crainte lutter de grâce et d'élégance avec les jeunes gens qui tourbillonnaient autour de Fédora. Le lendemain, vers midi, Pauline frappa doucement à ma porte et m'apporta, devine quoi ? Une lettre de Fédora.